Mon mari a enceinté ma propre sœur. Vous avez bien entendu. Ma propre petite sœur. Celle que j'ai élevée comme ma fille. Celle que j'ai amenée chez moi pour la protéger. Sous mon propre toit. Dans ma propre maison. Pendant que je partais au travail chaque matin pour nourrir ce foyer, mon mari et ma sœur se voyaient en cachette. Dans mon salon. Dans la chambre que j'avais préparée pour elle avec amour. Il lui envoyait des messages doux. Il lui achetait des cadeaux avec mon argent. Il lui faisait des promesses. Et elle, ma sœur adorée, ma petite Fatoumata, elle est tombée dans son piège. Jusqu'au jour où son ventre a commencé à grossir. Mais ce que j'ai fait quand j'ai découvert la vérité va vous choquer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas cassé une seule assiette. Non. Ce que j'ai fait est bien pire que tout ça. Et mon mari ne l'a jamais vu venir. Mais avant de vous raconter cette histoire, je veux vous demander quelque chose. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi en commentaire de quel pays vous me regardez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Et surtout, restez jusqu'à la fin, parce que cette histoire va vous secouer de l'intérieur. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Je m'appelle Amina. J'ai 32 ans. Je suis née et j'ai grandi à Abidjan, dans le quartier de Yopougon. Un quartier populaire, bruyant, vivant, où tout le monde connaît tout le monde et où les nouvelles circulent plus vite que le vent. Ma mère nous a élevés seuls, ma petite sœur Fatoumata et moi. Notre père est parti quand j'avais 8 ans et que Fatoumata n'était qu'un bébé qui dormait encore dans le berceau. Il est parti un matin avec sa valise, ses chemises et ses promesses brisées. Il n'est jamais revenu. Pas un appel. Pas une lettre. Pas un franc envoyé pour ses enfants. Il a simplement disparu de nos vies comme s'il n'avait jamais existé. Ma mère n'a jamais pleuré devant nous. Pas une seule fois. Elle serrait les dents, elle nouait son pagne autour de sa taille, elle prenait son panier, et elle partait au marché de Yopougon vendre ses pagnes et ses condiments. Elle se levait à 4 heures du matin pour aller s'installer avant les autres vendeuses. Elle rentrait le soir à 20 heures, le dos cassé, les pieds gonflés, avec juste assez d'argent pour nous nourrir et payer notre école. Et chaque soir, avant de dormir, elle nous prenait dans ses bras, Fatoumata et moi, et elle nous disait, « Mes filles, dans cette vie, il ne faut compter que sur soi-même. Un homme peut te promettre la lune et te laisser dans le noir. Mais votre intelligence, votre courage, votre travail, sa personne ne peut vous l'enlever. » J'ai grandi avec ces paroles gravées dans mon cœur. J'ai travaillé dur à l'école. Très dur. Chaque matin, je me levais avant le soleil pour réviser mes leçons. Pendant que les autres filles de mon âge sortaient, dansaient dans les maquis, cherchaient des copains avec de belles voitures, moi je restais enfermée dans notre petite chambre avec mes cahiers et ma lampe torche quand le courant coupait. Ma mère me disait souvent, « Amina, le diplôme c'est ton mari le plus fidèle. Un homme peut partir, mais ton savoir reste avec toi jusqu'à la tombe. » Et j'ai cru en ça. Profondément. J'ai obtenu mon baccalauréat avec mention. J'étais la meilleure de ma classe. Ma mère a pleuré ce jour-là. C'était la première fois que je la voyais pleurer. Mais c'était des larmes de joie. De fierté. J'ai poursuivi mes études en comptabilité et gestion à l'université. 4 années de sacrifice. 4 années à manger du riz blanc avec de la sauce tomate parce qu'il n'y avait pas d'argent pour la viande. 4 années à marcher sous la pluie parce que le prix du taxi était trop cher. Mais chaque sacrifice en valait la peine. À 26 ans, j'ai décroché un poste de comptable dans une grande entreprise à Cocody. Un vrai bureau. Avec la climatisation. Un ordinateur. Une chaise qui tourne. Et surtout, un vrai salaire. De l'argent qui tombait chaque fin de mois sur mon compte bancaire. Pour la première fois de ma vie, je respirais. Je pouvais payer le loyer de ma mère. Acheter des médicaments quand elle était malade. Payer l'école de Fatoumata. Mettre un peu d'argent de côté. Pour la première fois, je ne comptais plus les francs avant de manger. Ma petite sœur Fatoumata, elle, c'était une autre histoire. Elle avait 13 ans de moins que moi. Quand notre père est parti, elle était trop petite pour comprendre. Elle n'a pas connu la douleur de son absence. Mais elle a grandi sans figure paternelle, sans homme dans la maison, avec juste notre mère et moi pour lui montrer le chemin. Je l'ai pratiquement élevée comme ma propre fille. Quand elle était petite, c'est moi qui la lavais le matin. C'est moi qui la coiffais avant l'école, qui tressait ses cheveux en 2 nattes avec des rubans roses parce que c'était sa couleur préférée. C'est moi qui vérifiais ses cahiers le soir, qui lui expliquais les mathématiques qu'elle détestait,
qui la grondait quand elle avait de mauvaises notes. Fatoumata était belle. Très belle. Grande, mince, avec une peau douce couleur caramel, des yeux en amande et un sourire qui illuminait toute une pièce. Quand elle marchait dans le quartier, les garçons se retournaient sur son passage. Les femmes la regardaient avec envie. Elle avait cette beauté naturelle qui ne demandait ni maquillage ni artifice. Mais sous cette beauté, il y avait une fragilité que seuls les proches pouvaient voir. Fatoumata était naïve. Rêveuse. Elle croyait tout ce qu'on lui disait. Elle faisait confiance trop facilement. Et ça me faisait peur. Parce que dans ce monde, les gens beaux et naïfs sont les premières victimes des prédateurs. À 28 ans, j'ai rencontré Amadou. C'était lors d'un mariage dans la famille d'une collègue du bureau. La cérémonie avait lieu dans une grande salle à Marcory. Il y avait de la musique, des lumières, des gens bien habillés partout. Et au milieu de cette foule, il y avait cet homme. Grand. La peau sombre et lisse. Les épaules larges. Un costume bleu marine qui lui allait comme un gant. Une montre dorée au poignet. Et un regard. Un regard profond, chaud, qui te donnait l'impression d'être la seule femme dans la salle. Il s'est approché de moi pendant que je mangeais un morceau de gâteau près du buffet. Il m'a dit avec un sourire, « Vous savez, j'ai fait le tour de cette salle 3 fois. Et vous êtes la seule personne qui a l'air de vraiment apprécier ce gâteau. » J'ai ri. Un rire sincère. Et c'est comme ça que tout a commencé. Amadou avait 34 ans. Il travaillait dans l'import-export. Il avait sa propre petite entreprise qui importait des pièces détachées automobiles du Maroc et de la Chine. Il avait un bureau à Trècheville, 2 employés, et une belle voiture grise qu'il gardait toujours propre comme un miroir. Quand il parlait de ses affaires, ses yeux brillaient. Il avait de l'ambition. De l'énergie. Et cette confiance en soi qui attire les gens comme un aimant. Les premiers mois de notre relation étaient un rêve. Un de ces rêves dont tu ne veux jamais te réveiller. Amadou m'appelait 5 fois par jour. Le matin pour me souhaiter bonne journée. À midi pour savoir si j'avais bien mangé. L'après-midi pour me dire qu'il pensait à moi. Le soir pour me dire bonne nuit. Il m'envoyait des messages avec des petits cœurs et des mots doux qui me faisaient sourire comme une adolescente. Il m'emmenait dîner dans les restaurants chics de la Riviera et de Cocody. Il me présentait à ses amis comme sa reine, sa princesse, la femme de sa vie. Quand on marchait ensemble dans la rue, il me tenait la main et il était fier de me montrer au monde. Et moi, Amina la forte, Amina la méfiante, Amina qui ne faisait confiance à personne depuis le départ de son père, j'ai baissé ma garde. Complètement. Je suis tombée amoureuse. Et quand Amina tombe amoureuse, elle tombe avec tout son être. Tout son cœur. Toute son âme. Sans filet de sécurité. Sans plan B. Sans méfiance. 1 an après notre rencontre, Amadou est venu voir ma mère avec sa famille pour demander ma main. Sa mère, une grande femme élégante avec un boubou brodé, a posé les colas devant ma mère en disant que son fils avait trouvé la femme parfaite. Le père d'Amadou, un homme sérieux et respecté dans son quartier, a parlé de l'importance de la famille, du respect, de la fidélité. Ma mère les a écoutés avec dignité. Et quand elle a accepté, des larmes ont coulé sur ses joues. Le mariage a été simple mais beau. Pas de grand faste. Pas de voiture de luxe. Pas de robe à des millions de francs. Juste la famille, les amis proches, de la bonne nourriture et beaucoup d'amour. Ma mère m'a prise à part avant la cérémonie et elle m'a dit, « Ma fille, tu vois, Dieu ne t'a pas oubliée. Tu as travaillé dur, tu as souffert, tu as porté cette famille sur tes épaules, et maintenant tu as tout. Un bon travail. Un bon mari. Un foyer à toi. Que Dieu bénisse votre union. Que Dieu vous donne des enfants en bonne santé. Et que cet homme te rende heureuse chaque jour de ta vie. » J'y croyais aussi. De tout mon cœur. Je croyais que j'avais enfin trouvé mon bonheur. Que les années de souffrance étaient derrière moi. Que la petite fille de Yopougon qui mangeait du riz blanc avait enfin trouvé sa place dans le monde. On s'est installé dans un bel appartement à Cocody. 3 chambres. Un salon spacieux avec des canapés neufs en cuir marron. Une cuisine moderne avec un frigo qui faisait de la glace. Un balcon qui donnait sur les arbres. J'avais décoré chaque pièce avec amour. Des rideaux crème avec des motifs dorés. Des coussins assortis sur les canapés. Des photos de notre mariage encadrées sur les murs. Un vase avec des fleurs fraîches que je changeais chaque semaine. C'était mon petit paradis. Notre petit paradis. Les 6 premiers mois de mariage étaient parfaits. Comme dans les films.
Amadou rentrait le soir avec le sourire. On mangeait ensemble à la table de la salle à manger, pas devant la télévision, non, face à face, les yeux dans les yeux. On parlait de notre journée. Il me racontait ses affaires. Je lui racontais ce qui se passait au bureau. On riait des petites choses. Des ragots. Des histoires drôles. Il me massait les pieds quand j'étais fatiguée. Il me faisait du thé au gingembre quand j'avais mal à la tête. Il me disait qu'il avait de la chance de m'avoir. Que j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée. La nuit, il me prenait dans ses bras, je posais ma tête sur sa poitrine, j'écoutais son cœur battre, et je m'endormais en me sentant protégée. En sécurité. Aimée. Complète. C'est au bout du 6e mois que les choses ont commencé à changer. Pas brutalement. Non. Doucement. Progressivement. Comme une ombre qui s'installe dans une pièce lumineuse sans que tu t'en rendes compte. Comme une fissure dans un mur qui s'agrandit millimètre par millimètre jusqu'à ce que le mur s'effondre. Amadou a commencé à rentrer tard. Au début, c'était 1 ou 2 fois par semaine. Il me disait qu'il avait des réunions avec des fournisseurs. Des clients importants à voir. Des dossiers urgents à régler au bureau. Je comprenais. Les affaires, c'est comme ça. Il faut être disponible. Il faut travailler dur. Et moi aussi je travaillais beaucoup. Alors je ne posais pas trop de questions. Je lui gardais son repas au chaud. Je l'attendais sur le canapé en regardant la télévision. Et quand il rentrait, je lui souriais et je lui demandais si sa journée s'était bien passée. Mais ensuite, les retards sont devenus quotidiens. Il rentrait à 21h, 22h, 23h, parfois minuit passé. Et quand il rentrait, il ne me parlait plus comme avant. Il mangeait en silence, les yeux rivés sur son téléphone. Il répondait à des messages sous la table en pensant que je ne voyais pas. Il ne me demandait plus comment ma journée s'était passée. Il ne me massait plus les pieds. Il ne me faisait plus de thé. Et quand je lui demandais ce qui se passait, il levait les yeux au ciel avec un air exaspéré et il me disait « Amina, arrête de me stresser, j'ai eu une longue journée, laisse-moi tranquille. » Un soir, j'ai essayé de lui parler. Calmement. Posément. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé. J'ai posé ma main sur la sienne. Et j'ai dit, Amadou, écoute-moi. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Tu rentres tard tous les soirs. Tu ne me parles plus. Tu ne me regardes plus. On ne mange plus ensemble. On ne rit plus ensemble. On ne fait plus rien ensemble. Dis-moi ce qui se passe. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi et on en parle. Mais ne me laisse pas dans le silence. Le silence me tue plus que les mots. Il m'a regardé avec un air agacé. Il a retiré sa main de sous la mienne. Et il m'a répondu froidement, « Il ne se passe rien, Amina. C'est toi qui te fais des idées. Tu es trop collante. Tu veux tout contrôler. Tu veux savoir où je suis à chaque minute. Laisse-moi respirer un peu. Je suis un homme. J'ai besoin d'espace. » Ça m'a fait mal. Très mal. Le mot collante est entré dans ma poitrine comme un couteau. Moi, collante. Moi qui lui donnais toute sa liberté. Moi qui ne fouillais pas son téléphone. Moi qui ne lui posais jamais de questions sur son argent, ses sorties, ses amis. Moi qui le laissais vivre sa vie sans jamais rien exiger. Collante. Ce mot m'a blessée profondément. Mais j'ai fait ce que ma mère m'avait appris. J'ai ravalé ma douleur. J'ai serré les dents. J'ai souri. Et j'ai dit, d'accord. Pardon. Bonne nuit. C'est à cette période que j'ai eu l'idée de faire venir Fatoumata. Ma petite sœur avait 19 ans. Elle venait de terminer son baccalauréat mais elle n'avait pas obtenu de bons résultats. Pas assez pour entrer à l'université directement. Elle restait chez ma mère à Yopougon, désœuvrée. Elle passait ses journées à regarder son téléphone, à traîner avec des amis du quartier, à ne rien faire de ses journées. Et je savais que si elle restait comme ça trop longtemps, elle finirait par faire de mauvaises rencontres. À Yopougon, quand une jolie fille de 19 ans n'a rien à faire, les hommes viennent la chercher. Des hommes riches, des hommes mariés, des hommes qui promettent des téléphones et des vêtements en échange de compagnie. Je ne voulais pas ça pour ma sœur. Alors j'ai proposé à Amadou de la faire venir chez nous. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, elle pourrait m'aider à la maison pendant la journée, me tenir compagnie le soir quand je rentre du travail, et pendant ce temps je pourrais l'inscrire à une formation ou lui trouver un petit stage quelque part. Amadou a accepté tout de suite. Immédiatement. Sans hésitation.
avec un sourire large et lumineux que je n'avais pas vu sur son visage depuis des semaines. Il a dit, « Bien sûr ma chérie, ta sœur est ma sœur. Qu'elle vienne. On a de la place. Elle sera bien ici. » J'aurais dû me poser des questions à ce moment-là. J'aurais dû me demander pourquoi un homme qui ne me souriait plus depuis des mois souriait soudainement à l'idée que ma jeune et jolie petite sœur vienne vivre sous notre toit. Mais je n'y ai pas pensé. J'étais trop occupée à me réjouir. Trop occupée à croire que tout allait s'arranger. Fatoumata est arrivée un samedi matin avec un petit sac de voyage bleu et son grand sourire. Je suis allée la chercher à la gare en taxi. Quand je l'ai vue descendre du car, grande, belle, avec sa robe jaune et ses tresses fraîchement faites, mon cœur s'est rempli de joie. Je l'ai serrée dans mes bras tellement fort qu'elle a ri en me disant « Grande sœur, tu vas me casser les côtes. » On a ri toutes les deux dans la rue comme des folles. Le chauffeur de taxi nous regardait avec un sourire amusé. Je lui ai montré l'appartement. Le salon avec les beaux canapés. La cuisine avec le frigo qui fait de la glace. Le balcon avec la vue sur les arbres. Et surtout, sa chambre. La 3e chambre, celle que j'avais préparée pour elle. J'avais acheté un lit neuf, un matelas confortable, des draps blancs avec des fleurs bleues, une petite table pour qu'elle puisse étudier, et un miroir accroché au mur parce que je savais qu'elle aimait se regarder en se coiffant. Quand elle a vu la chambre, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle m'a dit, « Grande sœur, merci. Merci pour tout. Tu fais toujours tout pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Si seulement elle savait ce qui allait se passer dans cette même chambre quelques semaines plus tard. Les premières semaines avec Fatoumata à la maison étaient merveilleuses. Elle m'aidait à tout. Le matin, elle se levait avant moi pour préparer le petit déjeuner. Du café, du pain, des œufs. Quand je partais au travail, elle faisait le ménage. Elle balayait, elle lavait les sols, elle faisait la vaisselle, elle lavait le linge et l'étendait sur le balcon. L'après-midi, elle préparait le repas du soir. Elle cuisinait bien. Pas aussi bien que notre mère, mais elle se débrouillait. Du riz sauce arachide. Du foutou avec la sauce graine. De l'attiéké garba. Quand je rentrais du travail le soir, la maison était propre, le repas était prêt, et elle m'attendait avec le sourire. On mangeait ensemble. On regardait des séries. On parlait de tout et de rien. De nos souvenirs d'enfance. De notre mère. De ses projets pour l'avenir. C'était comme retrouver un morceau de ma famille. Un morceau de chaleur. De réconfort. Amadou, de son côté, avait changé. Mais pas dans le bon sens. Au contraire, il rentrait encore plus tard que d'habitude. Il sortait le week-end sans me dire où il allait ni avec qui. Il ne me touchait plus la nuit. Plus un baiser. Plus une caresse. Plus un mot tendre. Et quand je le regardais, ses yeux étaient froids. Distants. Vides. Comme s'il regardait à travers moi. Comme si j'étais un meuble dans la maison. Une chaise. Une table. Quelque chose qui existe sans exister vraiment. Mais il y avait une chose que j'ai commencé à remarquer. Quelque chose d'étrange. Quelque chose de subtil. Quand Fatoumata était dans la pièce, Amadou changeait. Comme si on appuyait sur un interrupteur. Son visage s'adoucissait. Ses yeux s'allumaient. Il devenait aimable. Souriant. Attentif. Il lui parlait avec cette voix douce et chaude que j'avais connue au début de notre relation. Cette voix de miel qui m'avait séduite au mariage, il y a des années. Il lui posait des questions sur sa journée. Il lui demandait si elle avait besoin de quelque chose. Il la complimentait sur sa cuisine. Il lui disait, « Fatoumata, tu cuisines mieux que beaucoup de femmes que je connais. Ta sœur a de la chance de t'avoir. » Et puis les cadeaux ont commencé. Un foulard qu'il avait acheté en passant devant une boutique. Des boucles d'oreilles en or. Un pot de crème pour le visage. Et le plus gros cadeau, un téléphone neuf. Un smartphone dernier modèle. Quand il le lui a donné, il a dit, « Tiens, c'est pour toi, pour que tu puisses communiquer avec tes amis et regarder des vidéos. C'est normal, tu fais tellement pour cette maison. » Au début, je trouvais ça gentil. Adorable même. Je me disais, mon mari traite ma sœur comme sa propre sœur. C'est un homme bien. Un homme généreux. J'ai de la chance. Mais petit à petit, comme une goutte d'eau qui creuse la pierre, quelque chose a commencé à me gratter. Un sentiment diffus. Invisible. Un malaise que je ne pouvais pas nommer. Comme quand tu entres dans une pièce et tu sens que quelque chose ne va pas mais tu ne sais pas quoi. Un instinct. Une alarme intérieure qui sonne doucement, très doucement, mais qui ne s'arrête jamais.
Un mardi soir, je suis rentrée du travail un peu plus tôt que d'habitude. Il y avait un problème de courant au bureau. Le transformateur du quartier avait sauté et on nous avait libérés à 16 heures. D'habitude, je rentrais vers 18h30. Alors ce jour-là, personne ne m'attendait à 16h30. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. D'habitude, à cette heure, il y avait de la musique, ou le bruit de la télévision, ou le son des casseroles dans la cuisine. Mais là, rien. Le silence total. J'ai posé mon sac dans l'entrée. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai appelé Fatoumata. Pas de réponse. J'ai marché vers le salon. Personne. La cuisine. Personne. Le balcon. Personne. Puis j'ai entendu un bruit. Un rire étouffé. Bas. Presque inaudible. Qui venait du couloir. De la chambre de Fatoumata. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Mes pieds sont devenus lourds. Chaque pas vers cette porte me coûtait un effort immense. Comme si mon corps savait déjà ce que mon esprit refusait encore d'accepter. La porte de la chambre était entr'ouverte. J'ai poussé doucement. Sans bruit. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Amadou était assis sur le lit de ma sœur. Ma petite sœur était assise à côté de lui. Très près. Trop près. Leur corps se touchait. Il avait la main sur son genou. Et elle avait la tête légèrement penchée vers lui, comme si elle écoutait un secret. Quand ils m'ont vu dans l'encadrement de la porte, ils ont sursauté tous les deux comme si la foudre venait de tomber dans la chambre. Amadou s'est levé d'un bond. Il a retiré sa main du genou de Fatoumata comme s'il s'était brûlé. Il a ajusté sa chemise. Et il a dit d'un ton nerveux, avec un sourire forcé, « Ah, Amina, tu es déjà là. Tu as fini tôt aujourd'hui. » Je montrais juste à Fatoumata comment installer les applications sur son nouveau téléphone. Tu sais, les réseaux sociaux, tout ça. J'ai regardé ma sœur. Elle avait les yeux baissés. Fixés sur le sol. Elle ne me regardait pas. Elle ne pouvait pas me regarder. Et ses joues étaient rouges. Rouges comme la honte. Rouges comme le mensonge. J'ai senti la terre trembler sous mes pieds. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai senti mes mains commencer à trembler. Mais je n'ai rien dit. Rien. Pas un mot. Pas un cri. Pas une larme. J'ai simplement souri. Un sourire calme. Maîtrisé. Et j'ai dit d'une voix posée, « D'accord, c'est bien que tu l'aides. Le dîner sera prêt dans 1 heure. » Et je suis sortie de la chambre. J'ai marché jusqu'à la cuisine. J'ai posé mes mains à plat sur le comptoir en marbre. Et j'ai respiré. Lentement. Profondément. Comme on respire quand on essaie de ne pas se noyer. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Dans ma gorge. Dans tout mon corps. Mais mon visage est resté de marbre. Parce qu'Amina ne crie pas. Amina ne pleure pas devant les gens. Amina ne fait pas de scène. Amina observe. Amina attend. Amina réfléchit. Et puis Amina agit. Au bon moment. De la bonne manière. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas une seconde. J'étais couché dans le lit conjugal, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, pendant qu'Amadou ronflait paisiblement à côté de moi. Lui, il dormait. Le sommeil tranquille de l'homme qui croit que ses secrets sont bien gardés. Et dans ma tête, tout tournait. Comme un puzzle dont les pièces se mettent enfin en place après des mois de confusion. Les sourires qu'il lui adressait. Les cadeaux. Les regards trop longs. La voix trop douce. Le téléphone neuf. L'enthousiasme suspect quand j'avais proposé de la faire venir. Tout prenait un sens différent. Un sens sombre. Un sens terrible. Le lendemain, j'ai commencé ma surveillance. Discrètement. Méthodiquement. Froidement. Comme un détective qui traque un criminel. Je regardais chaque geste. Chaque regard échangé entre eux. Chaque mot prononcé. Chaque sourire. Chaque silence. Et plus je regardais, plus je voyais ce que je ne voulais pas voir. Amadou qui frôlait la main de Fatoumata quand il passait à côté d'elle dans le couloir. Sa main qui s'attardait une seconde de trop sur son épaule quand il lui parlait. Fatoumata qui baissait les yeux et qui souriait quand il lui faisait un compliment. Les messages tard le soir sur le téléphone qu'il lui avait offert. Les petits rires complices dans la cuisine quand il pensait que j'étais sous la douche ou que je regardais la télévision. J'ai attendu le bon moment. Un soir, pendant qu'Amadou prenait sa douche, j'ai entendu le bruit de l'eau couler et j'ai su que j'avais 5 minutes.
Je me suis glissée dans le salon où il avait laissé son téléphone sur la table basse. Je connaissais son code de déverrouillage. C'était la date de notre mariage. L'ironie. Utiliser la date de notre union pour ouvrir le téléphone qui cachait sa trahison. J'ai ouvert ses messages. Mon cœur battait. Mes doigts tremblaient. Et là, j'ai trouvé la conversation avec Fatoumata. Des dizaines de messages. Des centaines peut-être. Je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais ce que j'ai vu m'a donné la nausée. Il l'appelait ma princesse. Mon cœur. Ma beauté. Il lui disait qu'elle était plus belle que toutes les femmes qu'il avait jamais connues. Qu'il pensait à elle jour et nuit. Qu'il l'aimait. Qu'il voulait prendre soin d'elle. Que ce qu'ils vivaient ensemble était spécial, unique, différent. Que c'était leur secret. Que personne ne devait savoir. Surtout pas Amina. Il disait, Amina ne comprendrait pas. Amina est différente de toi. Toi tu es jeune. Tu es fraîche. Tu es vivante. Avec toi, je me sens renaître. J'ai failli vomir. Là, debout dans mon propre salon, avec le téléphone de mon mari dans les mains, j'ai failli tomber à genoux et vomir sur le tapis que j'avais acheté avec mes propres économies. Mais je me suis retenue. Parce que si je réagissais maintenant, tout serait perdu. Il allait tout nier. Effacer les messages. Formater le téléphone. Retourner la situation. Me faire passer pour la folle, la jalouse, la paranoïaque. Il allait dire que c'était des messages innocents. Des blagues. Rien de sérieux. Et peut-être même que ma propre sœur, par peur ou par loyauté mal placée, allait se mettre de son côté. Non. Amina devait être intelligente. Plus intelligente que lui. Plus patiente. Plus calculatrice. J'ai pris des captures d'écran. Rapidement. Efficacement. Chaque message d'amour. Chaque déclaration. Chaque promesse. Chaque mot doux. Je me suis envoyé tout ça par mail sur une adresse secrète que j'avais créée le matin même au bureau, sur l'ordinateur de mon travail. Puis j'ai remis le téléphone exactement où il était. Au millimètre près. Sur la table basse. Écran vers le bas. Comme il l'avait laissé. Quand Amadou est sorti de la douche avec sa serviette autour de la taille, je lui ai souri. Je lui ai demandé s'il voulait du thé. Il m'a dit oui, merci ma chérie. Ma chérie. Le même homme qui, 10 minutes plus tôt, appelait ma petite sœur ma princesse dans ses messages, me regardait dans les yeux et m'appelait ma chérie. Le dégoût que j'ai ressenti à ce moment-là était immense. Mais mon visage est resté calme. Souriant. Impénétrable. Je lui ai fait son thé. Je lui ai souri. Et j'ai attendu. Les jours qui ont suivi, j'ai approfondi mon enquête. J'ai vérifié nos comptes bancaires en ligne. Et là, j'ai découvert une autre trahison. Encore plus froide que la première. Amadou transférait de l'argent depuis notre compte joint. Régulièrement. Des sommes importantes. Pas à des partenaires commerciaux. Pas à des fournisseurs de pièces détachées. Non. À un compte que je ne connaissais pas. Un compte au nom de Fatoumata Diallo. Ma propre sœur. Mon propre argent. L'argent que je gagnais en suant 10 heures par jour dans mon bureau. L'argent de notre couple, de notre foyer, de notre avenir. Il le prenait et il le donnait à la fille qu'il séduisait dans mon dos. 200 000 francs par-ci. 300 000 francs par-là. 150 000 un autre jour. En moins de 2 mois, il avait transféré presque 2 millions de francs CFA. Mon sang bouillait dans mes veines. La colère était comme un feu intérieur qui me brûlait de l'intérieur. Mais extérieurement, rien. Mon visage restait de marbre. Ma voix restait douce. Mes gestes restaient mesurés. Personne ne pouvait deviner la tempête qui faisait rage en moi. J'ai aussi commencé à observer le comportement de Fatoumata avec des yeux nouveaux. Et j'ai vu des signes que j'avais refusé de voir avant. Elle avait des vêtements neufs que je ne lui avais pas achetés. Des chaussures de marque italienne. Du maquillage cher dans sa salle de bain. Un parfum que je ne connaissais pas. Elle se coiffait différemment, avec des mèches qui coûtaient cher. Et surtout, elle m'évitait. Quand on était seul, elle ne bavardait plus comme avant. Elle répondait par oui ou par non. Des monosyllabes. Elle ne riait plus avec moi. Elle ne me racontait plus ses histoires. Et quand je la surprenais en train de regarder son téléphone avec un sourire, elle le cachait vite derrière son dos et me disait qu'elle chattait avec une ancienne camarade de classe. Ma propre sœur. Mon sang. Ma chair. Celle que j'avais élevée comme ma fille. Celle pour qui j'avais payé des cahiers,
des uniformes, des repas. Celle que j'avais amenée dans ma maison pour la protéger du monde. Elle me trahissait dans mon dos. Avec mon mari. Sous mon toit. Sur le lit que j'avais acheté pour elle. La douleur était insupportable. Comme 1000 aiguilles plantées dans le cœur en même temps. Mais la colère était plus forte que la douleur. Et l'intelligence était plus forte que la colère. J'ai imprimé les relevés bancaires. Chaque page. Chaque transaction surlignée en jaune. J'ai imprimé les captures d'écran des messages. J'ai tout rangé dans un classeur noir que je gardais dans un tiroir fermé à clé dans mon bureau au travail. Personne ne pouvait y accéder sauf moi. 3 semaines après ma découverte dans la chambre, j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez ma sœur. Le matin, elle se levait brusquement et courait aux toilettes. Je l'entendais à travers le mur. Le bruit reconnaissable des nausées. Elle ne supportait plus l'odeur de certains plats. Le poisson frit, qui était son plat préféré, la rendait malade rien qu'à l'odeur. Elle était fatiguée en permanence. Elle dormait l'après-midi sur le canapé, chose qu'elle ne faisait jamais avant. Elle avait des envies étranges. Du citron vert avec du sel. De la mangue verte avec du piment. Et un soir, pendant que je préparais le thé dans la cuisine, elle s'est levée brusquement du canapé, la main sur la bouche, et elle a couru vomir dans la salle de bain. Mon cœur s'est arrêté. J'ai posé la bouilloire. J'ai fermé les yeux. Et j'ai su. Avant même toute confirmation. Avant même tout test. Je savais. Parce que ces symptômes, je les connaissais. Toute femme les connaît. Les nausées matinales. Le dégoût de certaines odeurs. La fatigue. Les envies alimentaires bizarres. Ma petite sœur de 19 ans était enceinte. Et le père, c'était l'homme qui dormait à côté de moi chaque nuit. Quelques jours plus tard, j'ai suivi Fatoumata sans qu'elle le sache. Je suis sortie du bureau à la pause déjeuner et je suis passée devant une pharmacie du quartier. J'avais raison. Elle y est entrée. Je l'ai vue à travers la vitrine parler à la pharmacienne. Je l'ai vue acheter une boîte. Une boîte de test de grossesse. Elle est sortie avec un petit sachet en plastique qu'elle a caché dans son sac à main. Le soir, quand je suis rentrée à la maison, Fatoumata était enfermée dans la salle de bain depuis longtemps. Quand elle en est sortie, ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait pleuré. Elle a marché directement vers sa chambre sans me regarder. Sans me parler. Et elle s'est enfermée. Moi, je suis restée dans le salon. Assise sur le canapé. Les mains jointes. Le regard fixe. Et une seule pensée dans la tête. Ma petite sœur de 19 ans porte l'enfant de mon mari. Cette nuit-là, j'ai entendu Fatoumata pleurer à travers la cloison. Des sanglots étouffés dans l'oreiller. Des pleurs de peur. De honte. De désespoir. Pendant un instant, j'ai failli me lever. Frapper à sa porte. La prendre dans mes bras. Lui dire que je savais tout. Lui dire que malgré tout, je suis sa grande sœur et que je serai toujours là. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Le moment n'était pas venu. Le plan n'était pas prêt. Le lendemain, j'étais dans la cuisine quand j'ai entendu Fatoumata dans le couloir. Elle parlait au téléphone. Elle pensait que j'avais la porte fermée, que je ne pouvais pas entendre. Mais la porte de la cuisine était entr'ouverte et sa voix portait. Elle disait d'un ton tremblant. « Amadou, je suis enceinte. Le test est positif. Je l'ai fait hier soir. » Il y a eu un long silence. Puis elle a repris. « Comment ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est toi qui m'as dit de ne pas m'inquiéter. C'est toi qui m'as dit que tu gérais tout. Tu m'avais promis. Tu m'avais promis que tu allais me prendre comme deuxième femme. Tu m'avais dit que tu aimais être avec moi. Maintenant je porte ton enfant et tu me dis de me débrouiller. » Sa voix s'est brisée et elle a raccroché en pleurant. Mon sang s'est glacé. Chaque mot de cette conversation confirmait ce que je savais déjà. Mais l'entendre de sa bouche, l'entendre avec ses larmes, l'entendre avec cette voix de petite fille perdue et trahie, ça m'a fendu le cœur en deux. Parce que dans cette conversation, j'ai compris 2 choses. La première, c'est qu'Amadou ne l'aimait pas. Il ne l'avait jamais aimée. Elle n'était pour lui qu'un jouet. Un divertissement. Une proie facile. Il lui avait dit tout ce qu'elle voulait entendre. Il l'avait manipulée avec ses paroles, ses promesses, ses cadeaux. Et maintenant que les conséquences arrivaient, il fuyait. Comme un lâche. Comme notre père avait fui quand les choses étaient devenues difficiles. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est que ma sœur n'était pas seulement coupable. Elle était aussi victime. Une enfant de 19 ans, loin de sa mère,
seule dans une maison avec un homme charismatique et manipulateur qui avait décidé de la séduire. Un homme qui avait 15 ans de plus qu'elle. Un homme qui connaissait les mots magiques, les gestes, les regards. Un homme qui savait comment briser les défenses d'une jeune fille vulnérable. Est-ce que ça excusait ce qu'elle avait fait? Non. Jamais. Mais ça l'expliquait. J'ai continué à rassembler des preuves. Les relevés bancaires actualisés. Les nouvelles captures d'écran, parce que les messages continuaient. J'ai tout ajouté au dossier. Et puis j'ai pris une décision importante. J'ai consulté un avocat. Un bon avocat. Un homme sérieux avec un cabinet à plateau. Je lui ai présenté le dossier complet. Les messages. Les transferts d'argent. Tout. Il a regardé chaque document. Puis il a levé les yeux vers moi et il a dit « Madame, vous avez un dossier en béton. Avec ces preuves, vous pouvez obtenir le divorce à vos conditions et la restitution intégrale de l'argent détourné. » Il a préparé les documents nécessaires. La demande de divorce. La liste des griefs. La demande de remboursement. Tout était prêt. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. La confrontation. Le grand jour. J'ai choisi un dimanche. J'ai passé des appels pendant la semaine. J'ai appelé ma mère en lui disant que je voulais organiser un repas de famille. Que c'était important pour moi. Que je voulais réunir tout le monde. Elle a accepté avec joie. J'ai appelé les parents d'Amadou. Son père. Sa mère. Ses oncles. Ses tantes. Tout le monde a dit oui. La mère d'Amadou m'a même dit au téléphone. « Amina, tu es une bonne épouse. Tu aimes la famille. Que Dieu te bénisse. » Si seulement elle savait pourquoi je réunissais tout le monde. Le dimanche matin, je me suis levée tôt. J'ai cuisiné depuis 6 heures du matin. Du riz au gras avec du poulet et des légumes. Du poisson braisé. De l'attiéké avec de la sauce claire. Des alocos bien dorés. Du jus de bissap frais. Du jus de gingembre. J'ai mis la grande table avec la nappe blanche. J'ai sorti les assiettes du dimanche. J'ai nettoyé l'appartement de fond en comble. Chaque surface brillait. Chaque coussin était en place. J'ai mis ma plus belle robe. Un boubou en basin bleu ciel brodé de doré. Je me suis maquillée légèrement. J'ai coiffé mes cheveux en un chignon élégant. Et j'ai souri devant le miroir. Le sourire d'une femme qui sait exactement ce qu'elle va faire. Exactement ce qu'elle va dire. Exactement comment cette journée va se terminer. Les invités sont arrivés les uns après les autres à partir de midi. Ma mère est venue avec un plat de beignets et son plus beau boubou vert. Le père d'Amadou est arrivé avec ses 2 frères, des hommes sérieux et respectés dans leur communauté. La mère d'Amadou est venue avec ses sœurs, des femmes élégantes avec des bijoux en or et des parfums sucrés. Des voisins sont passés aussi, attirés par l'odeur de la cuisine et la promesse d'un bon repas. Tout le monde s'est installé au salon et dans la salle à manger. On a mangé. On a bu. On a ri. On a parlé de la pluie, du beau temps, des enfants qui grandissent, du prix du riz qui augmente, de la circulation à Abidjan qui devient impossible. Amadou était détendu. Il ne se doutait de rien. Pas une seconde. Il plaisantait avec ses oncles. Il servait à boire aux anciens. Il jouait le rôle du mari parfait, du gendre modèle, de l'homme respectable et généreux. Fatoumata, elle, était dans un coin de la pièce. Silencieuse. Elle portait une robe ample, très ample, qui cachait son ventre qui commençait à s'arrondir. Elle ne mangeait presque rien. Elle picorait du bout des doigts. Elle regardait ses pieds. De temps en temps, elle levait les yeux et elle croisait mon regard. Et dans ses yeux, je voyais la peur. La peur profonde de quelqu'un qui sent que quelque chose va arriver mais qui ne sait pas quoi. Quand le repas a été terminé, quand tout le monde avait le ventre plein et le sourire aux lèvres, quand les conversations devenaient paresseuses et satisfaites, je me suis levée. J'ai pris une chaise et je l'ai placée au centre du salon. Face à tout le monde. Je me suis assise droite. Les mains posées sur mes genoux. Et j'ai dit d'une voix claire, forte et parfaitement calme, « J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose d'important. » Le silence s'est installé immédiatement. Comme si quelqu'un avait coupé le son dans la pièce. Tous les visages se sont tournés vers moi. Amadou m'a regardé avec un petit sourire nerveux. Il a dit, « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu nous annonces une bonne nouvelle. » J'ai soutenu son regard. Et j'ai commencé à parler. J'ai dit, quand je me suis mariée avec Amadou, je croyais que j'avais trouvé l'homme de ma vie. L'homme qui allait me rendre heureuse.
L'homme en qui je pouvais avoir confiance. Je l'aimais de tout mon cœur. De toute mon âme. J'ai construit ce foyer avec mes mains. Avec mon travail. Avec mon argent. Avec mon amour. Et quand j'ai fait venir ma petite sœur Fatoumata ici, c'était pour la protéger. Pour la garder en sécurité. Sous mon toit. Avec ma famille. Ma voix ne tremblait pas. Elle était stable comme un roc. Chaque mot sortait de ma bouche avec une précision chirurgicale. Amadou a changé de position sur sa chaise. Son sourire a disparu. Il a senti le vent tourner. Il a dit, « Amina, de quoi tu parles exactement ?» J'ai levé la main pour lui demander le silence. Et j'ai sorti le dossier. Le classeur noir. Je l'ai posé sur la table basse devant tout le monde. Et j'ai commencé à sortir les preuves. Feuille après feuille. Document après document. D'abord les captures d'écran. Les messages d'amour entre Amadou et Fatoumata. Ma princesse. Mon bébé. Tu es plus belle que toutes les femmes. Je t'aime. Avec toi je me sens renaître. J'ai lu certains passages à voix haute. Ma voix était calme. Neutre. Comme si je lisais un rapport comptable au bureau. Pas une émotion. Pas un tremblement. Dans le salon, le silence était devenu assourdissant. La mère d'Amadou avait porté sa main à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Le père d'Amadou fixait son fils avec un regard que je n'oublierai jamais. Un regard de dégoût profond. De honte absolue. J'ai continué. J'ai sorti les relevés bancaires. J'ai montré chaque transfert. 200 000 francs le 5 du mois. 300 000 le 12. 150 000 le 20. Encore 200 000 la semaine suivante. J'ai additionné devant eux. Presque 2 millions de francs en tout. L'argent de notre foyer. L'argent de mon travail. Donné à ma propre sœur pendant qu'il la courtisait dans mon dos. Le père d'Amadou a frappé la table avec son poing. Le bruit a fait sursauter tout le monde. Il s'est tourné vers son fils et il a dit d'une voix grave et tremblante de colère. « Amadou, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Et dis-moi que cette femme ment. Dis-moi que tout ça est faux. » Amadou a ouvert la bouche. Mais aucun mot n'est sorti. Ses lèvres bougeaient mais aucun son ne venait. Il transpirait. Sa chemise était trempée. Ses mains tremblaient. Il cherchait ses mots. Il cherchait un mensonge. Un angle. Une excuse. Mais il n'y en avait pas. Parce que les preuves étaient là. Imprimées. Datées. Irréfutables. Noir sur blanc. Alors j'ai livré le coup final. J'ai dit, et il y a autre chose que tout le monde doit savoir. Ma petite sœur Fatoumata est enceinte. Le père de cet enfant, c'est l'homme qui est assis là devant vous. Mon mari. Amadou. Et en disant ces mots, j'ai regardé Fatoumata. Et je l'ai vue s'effondrer. La mère d'Amadou a poussé un cri. Un cri de douleur, de honte, de désespoir. Elle a mis ses deux mains sur son visage et elle a commencé à sangloter. Le père d'Amadou s'est levé de sa chaise. Lentement. Comme un homme qui porte le poids du monde sur ses épaules. Il a regardé son fils avec un dégoût que les mots ne peuvent pas décrire. Il a dit, « Tu as déshonoré cette famille. Tu as déshonoré cette femme qui t'a tout donné. Tu as touché sa petite sœur. Une enfant. Dans sa propre maison. Tu n'es plus mon fils. Tu m'entends. Tu n'es plus mon fils. » Ma mère, elle, regardait Fatoumata. Et dans ses yeux, je voyais un mélange de douleur, de honte, de colère et de chagrin. Elle a dit d'une voix brisée, « Fatoumata. Mon enfant. Comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu faire ça à ta sœur? Ta propre sœur. Ta grande sœur qui t'a élevée. Qui t'a nourri quand j'avais plus rien. Qui t'a amené chez elle pour te protéger. Comment? Pourquoi? » Fatoumata est tombée à genoux sur le carrelage. Elle pleurait. Elle criait. Elle demandait pardon. Les mots sortaient de sa bouche entre les sanglots. Grande sœur, pardonne-moi. Il m'a manipulée. Il me disait des choses. Il me faisait des promesses. Il me disait qu'il m'aimait. Qu'il allait me prendre comme deuxième femme. Que c'était normal. Que l'amour ne se contrôle pas. J'ai été bête. J'ai été faible. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Amadou a tenté une dernière manœuvre. Il s'est levé et il a dit d'une voix tremblante, « Écoutez, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est elle qui est venue vers moi. C'est elle qui me provoquait avec ses tenues. C'est elle qui me cherchait. Je suis un homme.
La chair est faible. Tout homme aurait fait pareil à ma place. Le père d'Amadou l'a giflé. Devant tout le monde. Un claquement sec, sonore, qui a résonné dans l'appartement comme un coup de tonnerre. La tête d'Amadou a tourné sur le côté. La marque de la main de son père était imprimée sur sa joue. Et son père lui a dit, « Ferme ta bouche. Tu es un lâche. Un menteur. Un misérable. » Un homme qui accuse une enfant de 19 ans de l'avoir séduit est le plus lâche des hommes. Quand la porte de ta maison est ouverte, c'est à toi de la fermer. Pas à la personne qui entre. Le silence est revenu. Lourd. Épais. Suffocant. Tout le monde dans cette pièce était sous le choc. Les oncles d'Amadou baissaient la tête de honte. Ses tantes pleuraient silencieusement. Les voisins qui étaient venus pour un bon repas se retrouvaient témoins d'un drame familial qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai attendu que le calme revienne. Puis j'ai parlé une dernière fois. J'ai dit, je ne vais pas crier. Je ne vais pas pleurer devant vous. J'ai pleuré assez. Seul. Dans mon lit. Dans le noir. Pendant que cet homme dormait à côté de moi comme si de rien n'était. Pendant que ma propre sœur, dans la chambre d'à côté, portait son enfant en silence. J'ai pleuré assez. Aujourd'hui, je ne pleure plus. Aujourd'hui, je reprends ma vie. Je reprends ma dignité. Et je reprends mon argent. J'ai sorti le dernier document du dossier. La demande de divorce préparée par mon avocat. J'ai posé le papier devant Amadou. Et j'ai dit, tu vas signer. Tu vas rembourser chaque franc que tu as pris dans nos comptes. Chaque centime. Sinon, ce dossier entier va directement chez le juge. Et devant un tribunal, avec toutes ces preuves, tu perdras tout. Ta maison. Ton entreprise. Ta réputation. Ta dignité. Tout ce qu'il te reste. Amadou a pris le papier. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine le tenir. Il a lu. Puis il m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. De la peur. De la défaite totale. Parce qu'il savait qu'il avait perdu. Que chaque pièce du puzzle était en place. Que chaque preuve était irréfutable. Que chaque mot que j'avais prononcé était vrai. Il a signé. En silence. Sans un mot. Après la réunion, les gens sont partis un par un. La mère d'Amadou est venue me voir dans la cuisine. Elle avait les yeux gonflés, le maquillage coulé sur ses joues. Elle m'a pris les mains et elle m'a dit, « Amina, pardonne-nous. Pardonne mon fils. Nous n'avons pas élevé un homme. Nous avons élevé un lâche. Je suis honteuse devant toi et devant Dieu. » Je lui ai répondu calmement, « Maman, ce n'est pas votre faute. Vous êtes une bonne femme. Un bon arbre peut donner un mauvais fruit. Mais votre fils a fait des choix. Et chaque choix a des conséquences. » Le père d'Amadou m'a parlé aussi, dans le couloir. Il avait les mains derrière le dos et la tête baissée. Il m'a dit, « Amina, tu es une femme forte. Une femme d'honneur. Mon fils ne te méritait pas. Il n'a jamais mérité une femme comme toi. Et sache que dans cette histoire, la personne qui a tout perdu, c'est lui. Pas toi. Toi, tu as gagné ta liberté. » Ma mère est restée la dernière. Elle a regardé Fatoumata, qui était toujours assise par terre dans un coin du salon, les yeux rouges, le corps tremblant comme une feuille. Ma mère l'a relevée doucement. Elle l'a prise dans ses bras. Et elle lui a dit d'une voix ferme mais douce, « Tu as fait une erreur terrible, mon enfant. Une erreur qui va te suivre toute ta vie. Mais tu es encore jeune. Tu vas porter cet enfant. Tu vas l'élever. Tu vas l'aimer. Et tu vas apprendre de cette douleur. Chaque larme que tu verses aujourd'hui va te rendre plus forte demain. Mais n'oublie jamais ce que ta sœur a fait pour toi. N'oublie jamais que malgré cette trahison, elle ne t'a pas jeté à la rue. Elle ne t'a pas frappé. Elle ne t'a pas humilié publiquement. Elle t'a protégé, même dans sa colère. Parce que c'est vrai. Malgré tout ce que Fatoumata m'avait fait, malgré cette trahison qui m'avait déchiré de l'intérieur, je ne la détestais pas. Je lui en voulais. Profondément. Douloureusement. Mais je ne la haïssais pas. Parce que toute ma rage, toute ma fureur, était dirigée vers l'homme qui avait orchestré tout ça. L'homme qui avait profité de la jeunesse et de la vulnérabilité de ma sœur. L'homme qui l'avait séduite comme un prédateur séduit sa proie. Avec patience. Avec méthode. Avec des pièges invisibles. Fatoumata avait 19 ans. Elle était loin de sa mère. Seule dans une maison avec un homme charmant et manipulateur. Elle n'avait aucune arme pour se défendre contre ce genre d'attaque. Quand tout le monde est parti,
je suis restée seule dans le salon. Mon salon. Celui que j'avais décoré avec amour. Les photos de mariage sur les murs. Les rideaux crème aux motifs dorés. Les coussins. Le tapis. Chaque objet portait un souvenir. Un mensonge. J'ai regardé tout ça pendant un long moment. Puis je me suis levée. J'ai pris une valise. J'ai mis mes vêtements. Mes documents. Mon ordinateur. Mes affaires personnelles. Et je suis partie. Sans me retourner. Une amie m'a hébergée les premiers jours. Puis j'ai trouvé un petit studio dans le quartier de Riviera. Pas grand. Un salon, une chambre, une petite cuisine. Mais c'était à moi. Mon espace. Mon silence. Ma paix. Personne ne m'y mentait. Personne ne m'y trahissait. Les murs étaient blancs et propres. Comme une page neuve. Comme un nouveau départ. Les premiers jours seuls dans ce studio ont été les plus durs de toute ma vie. Plus durs que la découverte de la trahison. Plus durs que les nuits blanches à écouter Amadou ronfler pendant que ma sœur portait son enfant dans la chambre d'à côté. Parce que dans l'action, quand tu planifies, quand tu rassembles des preuves, quand tu prépares ta revanche, tu as un but. Tu as une direction. Tu as quelque chose qui te maintient debout. Mais une fois que tout est fini, une fois que la bataille est terminée et que le silence s'installe, c'est là que la vraie douleur arrive. Comme une vague immense qui déferle sur toi et qui t'emporte. Les premiers soirs, je restais assise sur mon lit dans le noir. Sans manger. Sans bouger. Sans pleurer. Juste assise. Avec le vide. Avec les souvenirs. Avec les questions qui n'auraient jamais de réponse. Pourquoi moi? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Est-ce que j'aurais pu voir les signes plus tôt? Est-ce que j'aurais pu empêcher tout ça? Ces questions tournaient dans ma tête comme un disque rayé. Mais au bout de quelques jours, je me suis relevée. Parce que c'est ce que font les femmes comme moi. Les femmes de ma mère. Les femmes qui ont grandi dans la difficulté. Qui ont appris à tomber et à se relever avant même de savoir marcher. Je me suis dit, Amina, tu n'as pas survécu à l'abandon de ton père, à la pauvreté, aux nuits de révision avec une lampe torche, aux années de sacrifice, pour te laisser abattre par un homme qui n'en valait pas la peine. Non. Tu vas te lever. Tu vas te laver. Tu vas t'habiller. Et tu vas vivre. Alors c'est ce que j'ai fait. Le divorce a pris du temps. Amadou a essayé de négocier. Il a envoyé des émissaires. Des amis communs qui venaient me dire, Amina, pardonne-lui, c'est un bon gars au fond, il a fait une bêtise. Sa propre mère est venue me voir pour me supplier d'être clémente. J'ai écouté tout le monde poliment. Et j'ai refusé chaque proposition. Mon avocat a été impeccable. Chaque audience, chaque document, chaque argument était solide comme du béton. Amadou a payé. Chaque franc. Jusqu'au dernier centime. Son entreprise a souffert aussi. Parce que dans notre milieu, les nouvelles voyagent vite. Les clients, les partenaires, les fournisseurs, tout le monde a su. Et personne ne veut faire confiance à un homme qui a trahi sa femme de cette manière. Amadou a perdu des contrats. Des associés l'ont lâché. Des portes se sont fermées devant lui. Il a perdu le respect de sa propre famille. Son père ne lui adressait plus la parole. Ses oncles le regardaient avec mépris quand il passait dans le quartier. Lui qui marchait la tête haute, le torse bombé, dans ses beaux costumes, il marchait maintenant les épaules voûtées, le regard fuyant, comme un homme qui porte une honte qu'il ne peut pas laver. Fatoumata est retournée chez ma mère. Elle a accouché 6 mois plus tard d'un petit garçon. Un beau bébé en bonne santé avec des grands yeux curieux. Elle l'a appelé Ibrahim. Ma mère l'a aidé à s'en occuper. Elle le lavait, elle le berçait, elle lui chantait les mêmes berceuses qu'elle nous chantait quand nous étions petites. Et Fatoumata, du jour au lendemain, est passée de jeune fille insouciante à mère. À 19 ans. Avec un enfant dans les bras et des regrets plein le cœur. J'ai gardé mes distances pendant des mois. J'en avais besoin. Besoin de guérir. Besoin de digérer. Besoin de reconstruire les murs que cette trahison avait détruits. Il y avait des nuits où je me réveillais à 3 heures du matin, trempée de sueur, avec les images qui revenaient. Amadou sur le lit de Fatoumata. Sa main sur son genou. Les messages. Ma princesse. Mon bébé. Certaines nuits, la douleur était si forte que j'avais l'impression que quelqu'un me poignardait dans la poitrine. Mais chaque matin, je me levais. Je m'habillais. J'allais au travail. Je faisais mon métier. Et le soir, je rentrais dans mon petit studio, je mangeais, et j'allais dormir.
Jour après jour. Pas après pas. Comme on marche sur un chemin de braise. Un pied devant l'autre. Sans s'arrêter. C'est plusieurs mois après la naissance d'Ibrahim que j'ai revu ma sœur. Elle est venue chez moi un samedi après-midi. Elle avait le bébé dans les bras. Elle avait beaucoup changé. Maigrie. Le visage tiré. Des cernes sous les yeux. Les cheveux attachés simplement, sans mèche, sans artifice. Elle n'était plus la jolie fille insouciante et rayonnante que j'avais connue. La vie lui avait donné une leçon que ni l'école ni les livres ne pouvaient enseigner. Elle s'est assise en face de moi dans mon petit salon. Elle a posé Ibrahim sur ses genoux. Le bébé dormait paisiblement, ignorant tout du drame qui entourait sa naissance. Et Fatoumata m'a regardé. Pour la première fois depuis des mois, elle m'a regardé dans les yeux. Et elle a dit, « Grande sœur, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que ce que j'ai fait est la pire chose qu'une sœur puisse faire à une autre sœur. Chaque nuit, quand Ibrahim dort, je pense à toi. Je pense à tout ce que tu as fait pour moi. Toutes ces années. Les cahiers. Les uniformes. Les repas. La chambre que tu avais préparée pour moi. Et je me déteste. Je me déteste pour ce que j'ai fait. Tu m'as ouvert ta porte et j'ai piétiné ta confiance. Si tu ne veux plus jamais me voir, si tu veux me rayer de ta vie pour toujours, je comprendrai. Je ne te supplierai pas. J'ai regardé ma sœur. J'ai regardé le bébé qui dormait dans ses bras. Ce petit être innocent qui n'avait rien demandé. Qui n'avait commis aucun crime. Qui était le fruit d'une trahison mais qui n'en portait pas la responsabilité. Mon neveu. J'ai pris une longue respiration. Et j'ai parlé. J'ai dit, Fatoumata, écoute-moi bien. Ce que tu m'as fait m'a brisé. Pas physiquement. Non. Émotionnellement. Tu étais la personne en qui j'avais le plus confiance au monde après maman. Ma sœur. Mon sang. Mon enfant, presque. Et tu m'as trahi de la pire manière qu'une femme puisse être trahie. Avec mon propre mari. Sous mon propre toit. Il me faudra du temps pour guérir. Beaucoup de temps. Et je ne sais pas si je pourrai un jour te faire confiance comme avant. Peut-être que oui. Peut-être que non. Mais tu es ma sœur. Tu resteras toujours ma sœur. Et ce petit garçon dans tes bras est mon neveu. Alors on va avancer. Pas comme avant. Différemment. Doucement. Mais on va avancer. Parce que maman nous a élevés ensemble. Et ce lien-là, même la pire des trahisons ne peut pas le couper complètement. Elle a pleuré. Et moi aussi. Pour la première fois depuis des mois et des mois, j'ai pleuré. Pas de douleur. Pas de rage. De soulagement. De libération. Comme un barrage qui cède et laisse enfin passer l'eau qui s'était accumulée trop longtemps. J'ai pleuré et ça m'a fait du bien. Tellement de bien. Aujourd'hui, 2 ans ont passé depuis cette journée où j'ai posé les documents sur la table devant tout le monde. 2 ans depuis que j'ai repris le contrôle de ma vie. Je vis toujours dans mon studio, mais j'ai eu une promotion importante au travail. Mon directeur a reconnu mes compétences et m'a nommé chef comptable. Je gagne beaucoup plus qu'avant. J'ai mis de l'argent de côté. J'ai commencé à voyager. J'ai découvert Grand Bassam, ses plages et son histoire. Assini et ses cocotiers. J'ai même traversé la frontière pour visiter le Sénégal. Je me suis inscrite à des cours de yoga le week-end. J'ai appris à méditer. À écouter le silence. À être en paix avec moi-même. Fatoumata élève Ibrahim avec l'aide de notre mère. Elle a trouvé un petit travail comme vendeuse dans une boutique de vêtements à Yopougon. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête. Elle n'est plus la même personne qu'avant. La naïveté a disparu. La légèreté aussi. Elle est devenue une mère. Une vraie mère. Et notre relation, même si elle n'est plus celle d'avant, existe toujours. On se téléphone. On se voit le dimanche parfois. Je joue avec Ibrahim. Il m'appelle Tata. Il a un sourire magnifique. Un sourire innocent qui ne connaît rien de l'histoire sombre qui entoure sa naissance. Le lien entre nous n'est pas cassé. Il est juste différent. Plus fragile. Plus prudent. Mais vivant. Amadou, lui, a tout perdu. Absolument tout. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vivait dans un petit studio à Adjamé. Son entreprise avait fait faillite quelques mois après le divorce. Plus de voitures grises rutilantes. Plus de costumes bleu marine. Plus de montres dorées. Plus d'amis qui voulaient manger à sa table. Plus de clients qui faisaient la queue devant son bureau. Il avait essayé de m'appeler plusieurs fois.
Des appels que j'ai laissés sonner dans le vide. Des messages que j'ai supprimés sans les lire. Pas par méchanceté. Pas par vengeance. Mais parce que certaines portes, une fois fermées, ne doivent plus jamais s'ouvrir. Parce que si tu ouvres à nouveau la porte à quelqu'un qui t'a fait du mal, ce n'est pas lui que tu punis. C'est toi-même. Voilà mon histoire. L'histoire d'Amina. L'histoire d'une femme ordinaire d'Abidjan qui a été trahie par les deux personnes qu'elle aimait le plus au monde. Mais qui a refusé de se laisser détruire. Qui a choisi le silence plutôt que les cris. L'intelligence plutôt que la violence. La stratégie plutôt que le chaos. La patience plutôt que la précipitation. Et qui, à la fin, est sortie debout. Riche. Libre. Intouchable. Parce que la vie m'a appris quelque chose que je veux partager avec vous aujourd'hui. La trahison, ça ne te définit pas. La douleur, ça ne te détruit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais après. C'est comment tu te relèves. C'est la décision que tu prends au moment le plus sombre de ta vie. Est-ce que tu choisis de t'effondrer? Ou est-ce que tu choisis de te reconstruire? Moi, Amina, j'ai choisi de me reconstruire. Brique par brique. Jour après jour. Et aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme que j'aime. Une femme que je respecte. Une femme forte. Pas parce qu'elle n'a jamais souffert. Mais parce qu'elle a souffert et qu'elle est toujours debout. Maintenant, je vais donner mon avis personnel sur cette histoire. Parce que moi, en tant que créateur de contenu qui raconte des histoires africaines, cette histoire m'a profondément touchée. Elle m'a secouée. Elle m'a fait réfléchir pendant longtemps. Ce que j'admire le plus chez Amina, c'est sa maîtrise de soi. Sa capacité à contrôler ses émotions dans une situation où la plupart d'entre nous aurions explosé. Soyons honnêtes. Combien d'entre nous, à sa place, aurions crié, cassé des assiettes, retourné la maison, frappé quelqu'un? Et personne ne nous aurait blâmés. Parce que la douleur de découvrir que ton propre mari couche avec ta propre petite sœur dans ta propre maison, c'est le genre de douleur qui peut rendre n'importe qui fou. Qui peut pousser une personne raisonnable à faire des choses irréparables. Mais Amina a fait un choix différent. Elle a transformé sa douleur en arme. Sa colère en stratégie. Ses larmes en preuve. Et au final, elle a gagné. Pas avec les poings. Pas avec les cris. Pas avec la violence. Avec sa tête. Avec son intelligence. Avec sa patience. Il y a aussi la question complexe de Fatoumata. Beaucoup de gens qui regardent cette vidéo vont la détester. Vont la juger sévèrement. Et c'est compréhensible. Ce qu'elle a fait est terrible. Coucher avec le mari de ta propre sœur, la sœur qui t'a élevé, qui t'a nourri, qui t'a ouvert sa porte, c'est une trahison que les mots ne suffisent pas à décrire. Mais il faut aussi regarder la situation avec nuance. Fatoumata avait 19 ans. Une adolescente qui venait à peine de terminer le lycée. Elle vivait loin de sa mère, loin de ses repères, dans un environnement nouveau. Et un homme de 35 ans, expérimenté, charismatique, manipulateur, l'a ciblé. Il connaissait ses faiblesses. Sa solitude. Son besoin d'attention. Son absence de figure paternelle. Et il a utilisé tout ça contre elle. Avec les mêmes armes qu'il avait utilisées pour séduire Amina. Les mots doux. Les promesses. Les cadeaux. La sensation d'être spécial. D'être choisi. D'être aimé. Est-ce que ça excuse ce qu'elle a fait? Non. Absolument pas. Une trahison reste une trahison, peu importe les circonstances. Mais ça nous rappelle que dans ces histoires, il y a rarement des méchants tout noirs et des gentils tout blancs. Il y a des êtres humains. Avec leurs forces et leurs faiblesses. Avec leurs blessures et leurs erreurs. Et puis il y a Amadou. L'homme qui avait tout. Une femme intelligente qui l'aimait sincèrement. Un foyer confortable. Un travail prospère. Le respect de sa communauté. L'amour de sa famille. Et qui a tout sacrifié pour une aventure qu'il n'a même pas eu le courage d'assumer. Un homme qui, quand les conséquences sont arrivées, a accusé la fille de 19 ans d'être responsable. Un homme qui n'a jamais eu la dignité de dire « Oui, j'ai fait ça, j'assume mes actes ». Non. Il a menti. Il a manipulé. Il a fui. Jusqu'au tout dernier moment. Cet homme-là ne mérite ni compassion ni sympathie. Parce qu'il n'a pas commis une erreur. Il a fait des choix. Des choix répétés. Conscients. Calculés. Pendant des semaines et des mois. Et chaque choix dans cette vie a ses conséquences. Amadou a planté des graines de trahison.
Et il a récolté une tempête. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que la vraie force n'est pas dans les cris. Elle est dans le silence. La vraie puissance n'est pas dans la violence. Elle est dans l'intelligence. La vraie victoire n'est pas de détruire l'autre. C'est de se reconstruire soi-même. Amina a prouvé que quand une femme décide de se battre avec sa tête plutôt qu'avec ses émotions, rien ni personne ne peut l'arrêter. Elle est entrée dans cette épreuve comme une femme blessée. Elle en est sortie comme une reine. À vous maintenant. Donnez-moi votre avis en commentaire. Que pensez-vous de cette histoire? Est-ce que vous auriez réagi comme Amina? Avec le calme, la patience, la stratégie? Ou est-ce que vous auriez explosé dès la première découverte? Est-ce que vous auriez pardonné à Fatoumata? Et qu'est-ce que vous pensez du comportement d'Amadou? Je veux lire vos réactions. Vos opinions. Vos histoires peut-être. Parce que cette histoire, c'est celle de beaucoup de femmes qui souffrent en silence. Qui pleurent seules la nuit. Qui portent le poids de la trahison sans jamais en parler. Et qui ont en elles, au fond, la force de se relever. De se reconstruire. De renaître. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui traverse une épreuve. Quelqu'un qui pense que tout est fini. Dites-lui que ce n'est pas fini. Dites-lui que la douleur est temporaire. Mais que la force est permanente. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Protégez votre cœur. Mais surtout, n'ayez jamais peur de vous relever quand la vie vous met à terre. Et surtout, n'oubliez jamais. Dans cette vie, la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. La seule personne qui peut vous donner la force de continuer, c'est vous. La seule personne qui mérite votre confiance totale et absolue, c'est cette personne que vous voyez chaque matin dans le miroir. Aimez cette personne. Respectez cette personne. Et ne laissez jamais personne la briser.